Oui, c'est très beau, Versailles, mais c'est peut-être un peu trop beau. 15h, 16h sur Europe 1. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie. Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte une guerre qui ne veut pas dire son nom, plutôt qui ne veut pas advenir entre deux pays jusqu'ici amis et même alliés, qui en sont venus à se battre sur les mers, ou la véritable histoire de la quasi-guerre France-États-Unis. Comment les relations entre deux nations se sont-elles dégradées dans la seconde moitié des années 1790 ? Pourquoi parle-t-on de quasi-guerre ? Quelle place cet épisode oublié en France a-t-il dans l'histoire américaine ? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit. Stéphane Bern. Nous sommes en novembre 1798 dans la mer des Antilles. 3 bateaux de la toute jeune US Navy, créés voilà quelques mois, patrouillent au large des îles de Guadeloupe et de Martinique. Ce sont le Montezuma, le Norfolk, tout juste construit, et la Retaliation. Ils surveillent la zone avec attention. Ils cherchent surtout des corsaires français. Sitôt après la guerre d'indépendance, les tout jeunes États-Unis d'Amérique ne pensaient pas avoir déjà besoin de se battre sur les mers, surtout pas avec les Français, les alliés d'hier. Et pourtant, le 20 novembre 1798, au bout d'une longue vue, on aperçoit les voiles de 3 bateaux au large. On pense qu'il s'agit de bateaux britanniques, mais il vaut mieux s'en assurer. Le Montezuma et le Norfolk mettent cap à l'ouest et capturent un premier bateau, la Jalouse. La Retaliation, elle, met cap à l'est et s'approche sans beaucoup de prudence des 2 autres navires. Il fait les signes convenus avec les navires anglais, mais ce sont 2 grosses frégates françaises, l'Insurgente et le Volontaire. L'Insurgente est chargée de ravitailler la Guadeloupe et d'attaquer les navires de commerce ennemis. Elle compte à son bord le nouvel agent du Directoire en Guadeloupe, Étienne Borne-des-Fourneaux. Sur la Retaliation, le capitaine William Bainbridge, plus téméraire qu'expérimenté, comprend sa méprise et tente de virer de bord. S'il est pris, il peut être condamné pour tentative de fuite, mais impossible de se laisser prendre par ces maudits Français sans rien faire. L'histoire de la marine américaine ne peut pas s'ouvrir sur une telle déconfiture. Mais il est trop tard pour Bainbridge. Son bateau est arraisonné et il est capturé avant même de combattre. Il voit les corsaires monter à bord, inspecter les documents, la cargaison. S'il proteste, il aggrave son cas. Alors, il serre les dents au cri de victoire de l'ennemi. Et vous savez ce qui fait le plus plaisir aux Français dans cette histoire ? Ce n'est pas d'avoir capturé un capitaine américain, même si c'est une bonne prise, non, c'est d'avoir mis la main sur la Retaliation, car ce bateau n'est autre que la croyable, une goélette corsaire française. Sous le commandement du capitaine Alexandre Sylvestre, elle a été capturée par les Américains 4 mois plus tôt, en juillet 1798, et rebaptisée par eux. C'était leur première prise de guerre, et ils en étaient fiers. Les Français viennent de prendre une belle revanche dans les règles de l'art, et sans un coup de canon. À l'époque, les États-Unis venaient tout juste de naître. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, le Congrès, au nom des colonies américaines, signe une déclaration d'indépendance unilatérale qui met littéralement le feu aux poudres. C'est une insurrection et le début donc de l'histoire des États-Unis en tant que nation indépendante de la Grande-Bretagne. En Europe, cette insurrection a un retentissement considérable, notamment parmi les membres de la noblesse libérale. Le jeune marquis de Lafayette, en quête de gloire militaire, rejoint les insurgés, tout comme d'autres aristocrates dans toute l'Europe. Leur expérience militaire est capitale, mais les insurgents ont besoin d'aide plus tangible. Benjamin Franklin, ami de longue date des philosophes et des hommes de science français, est envoyé négocier en France. Il en revient avec un double traité de commerce et d'alliance conclu avec Louis XVI et le comte de Vergennes, alors ministre des Affaires étrangères. L'aide de la France aux insurgés est totale,
Les ports français sont ouverts aux nouveaux États-Unis d'Amérique et une aide apportée dans la lutte contre la couronne britannique. Le 20 mars 1778, Louis XVI, en acceptant formellement les ambassadeurs des 13 provinces unies, reconnaît les États-Unis en tant que nation souveraine. La fine fleur de la noblesse française se bat en Amérique sous le commandement du général français Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau. On peut dire que les relations franco-américaines commencent plutôt bien. La cause américaine est-elle le moteur de l'implication française ? Ne serait-ce pas plutôt pour le Royaume de France un moyen de se venger de la Grande-Bretagne, pays vainqueur de la récente guerre de 7 ans ? Un moyen d'ébranler l'immense empire du roi George III en privant la perfide Albion d'une de ses colonies. Les insurgés, avec l'aide de l'escadre française de l'amiral de Grasse, remportent une victoire décisive à Yorktown le 19 octobre 1781. Les Britanniques capitulent. Le 3 septembre 1783, les traités de Versailles et de Paris mettent fin à la guerre. Les États-Unis obtiennent la reconnaissance de leur indépendance, et quelle victoire! C'est la première fois dans l'histoire. Une nouvelle nation vient de naître. La France, qui a beaucoup dépensé dans cette guerre, espère profiter du marché américain. Un juste retour sur investissement en quelque sorte. Le commerce est envisagé comme un facteur de paix entre les deux nations. Pour les jeunes États-Unis, le libre commerce est d'ailleurs un ingrédient du bonheur de l'humanité. D'un côté, les négociants français pourront apporter aux jeunes pays les produits manufacturés dont la population a besoin. De l'autre, les États-Unis pourraient fournir des matières premières utiles pour soutenir le développement des manufactures. Et puis, ce sera toujours ça que les Anglais n'auront pas. La France se rend bientôt compte que ses échanges commerciaux avec les États-Unis sont de plus en plus déficitaires. Entre 1787 et 1789, les importations américaines sont 6 fois supérieures aux exportations françaises. Il faut dire que les produits français arrivant aux États-Unis sont de piètre qualité. À l'inverse, les produits britanniques plaisent aux colons qui, après tout, sont dans l'immense majorité d'anciens Britanniques. En France, on estime que ces Américains font preuve d'une certaine ingratitude en préférant les produits britanniques. À quoi bon le sang versé, l'aide militaire et financière accordée pendant la guerre d'indépendance ? La Grande-Bretagne continue à assurer la quasi-totalité des importations américaines. Et le commerce se développe entre les deux nations anglophones, à la grande déception des Français qui commencent à se demander s'ils ont fait le bon choix. La Grande-Bretagne n'a plus à assurer les charges de ses colonies américaines, mais elle a trouvé un colossal marché pour ses productions. La France, qui cherchait à affaiblir l'ennemi britannique, l'a vraiment mauvaise, et les Américains ne font preuve d'aucune reconnaissance. L'alliance presque contre nature entre une monarchie de droit divin et une république commence donc à montrer ses limites et à démontrer que politiquement comme culturellement, les deux nations n'ont vraisemblablement pas grand-chose en commun, même si bientôt la monarchie française disparaît pour laisser place à la République. Les Américains, qui souhaitent rester neutres et ne pas se mêler des affaires politiques européennes, ne peuvent que s'enthousiasmer. 2 républiques devraient pouvoir s'entendre, mais la violence de la terreur inquiète les Américains. En 1793, la jeune République française doit faire face à une coalition des monarchies européennes. La France et la Grande-Bretagne entrent en guerre et les États-Unis se déclarent neutres. Ils ne s'engagent pas politiquement et souhaitent continuer à commercer avec toutes les nations. En France, on s'agace de cette neutralité trop facile. C'est comme ça qu'on soutient ses anciens alliés à présent dans le besoin. La rancune des Français commence à montrer le bout de son nez. Oui, et il y a un autre sujet de fâcherie. Les corsaires français. Un corsaire n'est pas un pirate. C'est un armateur ou un capitaine de navire de commerce autorisé par une commission royale à attaquer tout navire marchand battant pavillon ennemi. Les corsaires ne doivent donc pas être confondus avec les pirates puisqu'ils exercent leur activité selon les lois de la guerre avec l'autorisation de leur gouvernement. Capturés, ils ont droit au statut de prisonniers de guerre. Le problème ici, c'est qu'ils s'emparent aussi des marchandises trouvées sur les navires battant pavillon neutre, des navires américains donc. Les Américains se plaignent, à juste titre, de l'avidité barbare des corsaires français qui sont en guerre contre les Britanniques, qui se montrent d'ailleurs eux-mêmes plus rapaces que les Français, contre les Britanniques donc, et pas contre les Américains. Mais en est-on bien sûr ? Le 19 novembre 1794, Américains et Britanniques signent ce qu'ils appellent un traité d'amitié, de commerce et de navigation.
le traité de Jay. Et c'est bien connu, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. En tout cas, c'est un coup de poignard dans le dos de la France. Le traité, qui règle les contentieux des années qui ont suivi l'indépendance américaine, contente de nombreux Américains tout en réactivant le sentiment de l'ingratitude américaine envers la France. Ces Américains n'ont vraiment aucun honneur, ils ne pensent qu'à s'enrichir, ce qui, pour les Français, trahit leur nature profonde d'Anglais. Dès lors, les relations entre France et les États-Unis se dégradent. Le ministre français des Relations extérieures informe James Monroe, l'ambassadeur des États-Unis en France, que l'alliance avec son pays a cessé d'exister. Et le 2 juillet 1796, le Directoire décide que les navires américains seront traités de la même manière que les navires anglais. S'ils transportent de la marchandise ennemie, elle sera saisie. John Adams succède à George Washington. Il accède à la présidence des États-Unis en mars 1796. Dans son discours inaugural, Adams souligne l'estime qu'il a pour la France, mais aussi sa volonté d'obtenir réparation pour les dommages commis sur le commerce américain. Il souhaite développer une force navale permettant de défendre le pavillon américain et d'assurer la protection du pays. Il n'a plus confiance en la France, qui ne traite pas les États-Unis comme un ami, ni même un allié, et encore moins comme un État souverain. Le discours d'Adams est, vous l'imaginez bien, fraîchement accueilli en France. Encore une fois, les États-Unis font preuve d'ingratitude et semblent avoir oublié l'aide apportée pendant la guerre d'indépendance. Adams décide d'envoyer des émissaires à Paris pour tenter d'apaiser les tensions. La France est alors en position de force et les États-Unis pas en mesure d'imposer leurs conditions. Grâce au traité de Campo Formio qui consacre la défaite de l'Autriche, la France est plus forte que jamais. Et sur les mers aussi. Ces corsaires croisent dans l'Atlantique et confisquent toute marchandise aux bâtiments qui ne peuvent prouver leur véritable neutralité. Il devient très risqué pour la Grande-Bretagne de faire voyager sa marchandise sous pavillon américain. Alors que la République française est victorieuse partout en Europe, 3 diplomates américains débarquent en France avec pour mission d'apaiser les relations avec la France. Ils se nomment Charles Cotesworth Pinckney, John Marshall et Elbridge Gerry. Ils sont anglophones, bien sûr, et le 8 octobre 1797, ils sont reçus par Talleyrand, ministre des Relations extérieures, qui leur parle en français. Il a pourtant séjourné aux États-Unis entre 1794 et 1796, où il a fait de très bonnes affaires. Il a pu alors constater que, malgré l'indépendance, les Américains restent très proches des Britanniques. Il sait ce que veulent ses envoyés, que les bateaux français cessent de capturer les navires américains. Ils veulent même des indemnités pour le préjudice déjà causé. Mais lui a autre chose en tête. Ce ministre avare et cupide, qu'on surnomme le diable boiteux, a mis au point un stratagème pour s'enrichir encore un peu. Entre champagne et petit four, il écoute d'une oreille distraite les doléances de ces messieurs et leur demande de patienter. Quelle n'est pas la surprise des 3 émissaires quand ils voient arriver quelques jours plus tard un agent de Talleyrand, un certain Jean Conrad Ottinger, qui leur explique qu'avant tout pour parler, les Américains doivent octroyer un prêt à la France grâce à un emprunt fait aux Pays-Bas et verser une douceur, c'est le terme employé, pour la poche du Directoire et des ministres, une douceur de plus d'1 million de livres tout de même. Puis un certain Pierre Bellamy renouvelle ses demandes 2 jours plus tard, suivi d'un autre envoyé, puis d'un banquier anglais, puis de Beaumarchais, notre fameux dramaturge. Les émissaires refusent tout versement d'argent et décrivent par le menu dans leurs dépêches les tractations dont ils sont victimes. Aux États-Unis, quand on les lit, un tel niveau de corruption scandalise le pays. Et bien sûr, rien ne s'arrange. Il ne manque plus qu'une étincelle pour que les relations s'embrasent entre les 2 pays. Aux États-Unis, on veut en savoir davantage sur ces tractations et notamment les demandes d'argent. Les noms des sbires de Talleyrand sont codés afin de ne pas porter préjudice aux émissaires. C'est ce qu'on va appeler l'affaire XYZ. Le ministre nie toute demande de pot de vin. Il cherche à se faire passer pour la victime d'une imposture. Mais les gazettes américaines s'emparent des exigences françaises et le scandale éclate. Les sentiments anti-français s'exacerbent aux États-Unis. Talleyrand répond en accablant les émissaires, mais la pilule ne passe pas. Abigail Adams, la femme du président des États-Unis, affirme, je la cite, que la branche d'olivier tendue à nos alliés français par nos envoyés a été rejetée avec mépris.
les États-Unis se campent dans une position d'outragé. On montre du doigt la cupidité d'un régime corrompu. Et le 10 mai 1798, c'est le président lui-même qui déclare ces quelques mots. Le doigt du destin écrit sur le mur le mot « la guerre ». Nous avons donc d'un côté les Américains qui veulent faire cesser les attaques françaises contre leurs navires de commerce, et de l'autre, des Français qui n'ont pas encore digéré l'ingratitude américaine, à savoir le peu de retour sur investissement de l'aide apportée durant la guerre d'indépendance et la préférence commerciale marquée des Américains pour les Britanniques. Alors, une bonne guerre serait-elle le moyen de régler ces différends ? Beaucoup d'Américains y croient, et certains, une minorité cependant, pensent même que le débarquement français est imminent. D'autres croient plutôt à un renforcement de la présence française au large des côtes américaines. Ils imaginent la France qui aspire à la domination universelle comme un tyran des mers. Dominer le continent européen ne suffit plus, il lui faut aussi la mer. Le 4 juillet 1798, pour la fête nationale américaine, on brûle des portraits de Talleyrand. Les États-Unis n'ont pas grand-chose à gagner dans une guerre ouverte contre la France. Cependant, humiliés par l'attitude de la France à leur égard et par sa condescendance, ils sont sur le pied de guerre. Ils montent une armée dont les effectifs sont portés à 12 000 hommes, plus une armée provisoire de 10 000 soldats. Par ailleurs, des financements sont accordés pour améliorer les défenses portuaires, stocker le matériel militaire, organiser un corps d'artillerie et d'ingénieurs. Le Congrès autorise le financement de 12 navires de guerre, l'achat de bâtiments pour la défense littorale et l'approvisionnement des arsenaux. En 1801, la marine de guerre américaine comptera 45 bâtiments. Sur les mers, les choses prennent un tour hostile. La toute jeune marine américaine reçoit l'ordre de poursuivre et capturer tout navire français armé, car la mission prioritaire de l'US Navy est de protéger la navigation américaine dans les eaux antillaises. Les capitaines ont pour ordre d'infliger autant de dommages possibles aux corsaires français. C'est dans les Antilles que se trouve le principal théâtre de la guerre navale entre France et États-Unis. C'est pourquoi la quasi-totalité des bâtiments de guerre américains s'y trouve. L'US Navy doit aussi aider les Américains dont les navires ont été saisis par les Français. Les captures de navires français se multiplient donc, 3 en 1798, 28 en 1799 et quelques 57 en 1800. C'est presque la guerre, la quasi-guerre. Mais les corsaires français sont malins. Ils possèdent de petits bateaux à faible tirant d'eau qui leur permettent d'emprunter des passages étroits et de passer dans des zones peu profondes. Il est impossible aux navires américains de leur donner la chasse. On ordonne donc la construction de goélettes rapides et bien armées, capables de poursuivre les corsaires comme l'Enterprise. Elle s'emparera au total de 8 bateaux corsaires, tuant ou blessant 61 adversaires. Car oui, cette guerre navale qui se dissimule derrière un adverbe fut bien meurtrière. Rien à voir bien sûr avec d'autres batailles navales qui ont lieu à la même époque et qui opposent les flottes françaises et britanniques. À titre de comparaison, la bataille d'Aboukir près d'Alexandrie, qui a lieu les 1er et 2 août 1798, fait entre 3 000 et 5 000 morts. L'échelle n'est pas la même, mais les dangers sont bien réels et les enjeux extrêmement importants pour les relations entre la France et les États-Unis. Les captures se font parfois sans effusion de sang, comme dans le cas de la Retaliation que je vous ai raconté au début de mon récit. Malheureusement, il est rare que les victoires militaires se fassent dans la galanterie. Pour preuve, le 9 février 1799, l'Insurgente, le navire de guerre du capitaine Pierre-Michel Barrault, et la Constellation du capitaine Thomas Truxton s'affrontent au large de Nexis, dans la mer des Antilles. Déplorant 29 morts et 41 blessés, le navire français doit se rendre et accorder aux États-Unis leur première victoire face à un navire de guerre. Barrault doit entendre l'ennemi fêter bruyamment la victoire et même déclarer, à l'image de certains Américains grisés par ce succès, qu'il espère une vraie guerre pour bientôt. On n'en est pas loin vraiment, quand les agents du Directoire, tant en Guadeloupe qu'en Guyane, autorisent les corsaires à donner la chasse à tout navire portant pavillon américain. Mais ces ordres sont vite désavoués par le Directoire, précisément parce que le gouvernement de Paris ne veut pas de rupture avec les États-Unis. Si la France et les États-Unis ne sont donc pas en guerre, leurs marines, elles, le sont. Car se poursuivre en mer, s'affronter à coups de canon, tuer l'adversaire, c'est bien faire la guerre.
C'est quoi qu'il en soit grâce à ces combats que la toute jeune US Navy se fait les dents et affirme sa présence en mer. Les historiens estiment à environ 1 millier le nombre de navires américains saisis par les corsaires français entre 1797 et 1800. De quoi s'énerver, surtout que les corsaires français commencent à prendre des bâtiments américains dès 1793. Même du côté français, on se plaint des excès des corsaires. Talleyrand lui-même estime qu'ils y vont parfois un peu fort. Comme l'écrit notre invité Eric Schnackenbourg dans l'ouvrage qu'il consacre à la quasi-guerre et qui nous a permis d'écrire ce récit, au bord de la rupture, les vents de la conciliation ont peu à peu dégagé les voies de l'apaisement. Talleyrand exprime des intentions pacifiques. Une guerre contre les États-Unis n'a pas d'intérêt. La France n'a pas besoin d'un ennemi de plus. Elle a en revanche besoin de faire du commerce, notamment pour ravitailler ses colonies antillaises. Ce qu'il faut, c'est renforcer les positions françaises en Amérique. Le président Adams nomme Williams Vance Murray ministre plénipotentiaire pour faire la paix avec la France. Et il exige qu'il soit traité comme le représentant d'une nation égale aux autres en dignité. Vance Murray doit parvenir à un accommodement pour l'établissement de relations commerciales et amicales. En France, le directoire n'est plus, le consulat lui a succédé et Talleyrand est toujours là. Bonaparte souhaite restaurer la paix. Il rencontre Murray en mars 1800. À l'issue de longues négociations, le premier consul ordonne d'interrompre les procédures à l'encontre des navires américains. La liberté de commerce est restaurée, la liberté de navigation et de commerce neutre vers les ports ennemis est reconnue, tout comme la protection de la cargaison. Le 3 octobre 1800, lors d'une fête très brillante au château de Mortefontaine, résidence du frère de Bonaparte, une convention de paix est signée. Son premier article prévoit la restauration d'une paix ferme, inviolable et universelle et d'une amitié vraie et sincère entre les deux pays. De fait, la quasi-guerre est le seul conflit armé entre la France et les États-Unis dans toute l'histoire des relations franco-américaines. Mais comme l'affaire XYZ, durant laquelle la France a fait preuve d'une honteuse compromission en la personne de son ministre des Affaires étrangères, elle a disparu des livres d'histoire. Europe 1, historiquement vôtre. Eric Schnackenbourg, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Pour commencer, quelques mots sur la dénomination intrigante de ce conflit, la quasi-guerre. Qui nomme ainsi et pourquoi ne parle-t-on pas véritablement de guerre alors que c'est bien une bataille navale qui se dissimule derrière cet adverbe de quasi-guerre ? Oui, c'est pour ça que dans le sous-titre du livre, je parle de conflit, en réalité. C'est plus un conflit qu'une guerre à proprement parler. Alors, l'expression quasi-guerre, effectivement, alors c'est pas la seule qu'on trouve. On trouve l'expression, par exemple, French Naval War, donc la guerre navale, sous-entendue contre les Français. John Adams, le président américain, parle également parfois dans une correspondance d'une demi-guerre avec la France. Et on parle aussi, dans l'historiographie américaine, parfois de la guerre non déclarée. Mais évidemment, la dénomination la plus fréquente, c'est celle de quasi-guerre, donc quasi-war en anglais. C'est une expression qui apparaît assez tôt, dès 1811, qui montre que les contemporains avaient bien conscience que les rapports franco-américains étaient alors de nature singulière. Et on voit dans les correspondances diplomatiques, les négociateurs et diplomates qui disent « nous sommes entre la guerre et la paix, nous sommes à la fois en guerre et à la fois en paix ». Donc il y a vraiment quelque chose de pas très clair, y compris pour les contemporains, c'est pas simplement une reconstruction d'historiens. Alors, pourquoi parle-t-on de quasi-guerre et pas de guerre à proprement parler ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est le fait qu'il n'y ait pas de déclaration de guerre. Alors, me direz-vous, la déclaration de guerre n'était pas systématique. Par exemple, on peut avancer que pendant la guerre d'indépendance américaine, le conflit franco-britannique, il n'y a pas de déclaration de guerre. Mais c'était quand même le cas de la plupart des guerres, il fallait une déclaration de guerre. Le deuxième élément, c'est que, en fait, aucun navire, ni français ni américain, n'est arrêté par l'autre au nom de sa nationalité. Aucun navire américain n'est arrêté que parce qu'il est américain. En fait, on voit en France que les navires américains qui sont arrêtés par les corsaires, en fait, ne sont pas tous condamnés. Il y a à peu près 1/3 à 2/3 des navires américains qui sont arrêtés par des corsaires qui sont finalement condamnés. Ce qui prouve bien qu'on concevait la possibilité de liberté de navigation, même au cœur de la crise, des navires américains. Les navires américains qui sont condamnés, encore une fois, non pas parce qu'ils sont américains, mais parce qu'ils sont soupçonnés d'être en réalité
des navires anglais et de faire le commerce ennemi. Et c'est à cause de cela qu'ils sont condamnés. Donc on voit on flirte en quelque sorte avec la guerre, on est au seuil de la belligérance, mais finalement jamais on ne bascule dans la guerre ouverte, parce qu'au fond, aucun des protagonistes n'a envie d'une guerre et n'a intérêt à une guerre avec l'autre. Éric Schnackenbourg, depuis la guerre d'indépendance américaine, les Français considèrent que les Américains ont une dette envers eux et ils vivent mal le choix de la neutralité. Mais la neutralité existe-t-elle vraiment en diplomatie ? C'est une question d'une redoutable complexité. Alors, tout d'abord, effectivement, la question de la dette. C'est effectivement un point qui est très important. Il y a d'abord eu la dette financière, puisque les États-Unis ont été largement aidés sur le plan financier pendant la guerre d'indépendance par, à l'époque, la France de Louis XVI. Pour rappel, il y avait 34 millions de livres qui ont été donnés par la France, prêtés par la France aux États-Unis. Ça représentait à peu près à l'époque 6,5% des revenus de la monarchie française. Mais cette dette financière va être réglée finalement petit à petit au cours des années 1790. Mais le plus important, c'est la dette morale. Une dette financière, on peut la régler. Une fois qu'on a remboursé la somme, terminé, on est libéré de sa dette. Mais la question d'une dette morale, quand est-ce qu'on a finalement soldé une dette morale ? Et cette dette morale, elle est importante pour les Français parce que pendant la guerre d'indépendance américaine, il y a à peu près 10 000 Français qui sont allés combattre en Amérique du Nord et il y a eu plus de 2000 morts. Et donc les Français estiment qu'ils ont versé leur sang pour l'indépendance américaine, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve assez fréquemment, et qu'en retour, les Américains devraient avoir une certaine bienveillance vis-à-vis des Français. Et puis s'y ajoute aussi un autre élément qui n'est pas une dette à proprement parler, mais qui est d'ordre moral, eh bien c'est tout simplement, à partir de 1792-1793, le devoir de solidarité républicaine entre la République des États-Unis et la République française, devoir d'autant plus impératif qu'il doit s'exercer face à l'ennemi anglais, l'ennemi des deux nations, et en plus une monarchie. Et donc vous voyez une sorte d'obligation morale en quelque sorte des Américains à soutenir en quelque sorte les Français. Du moins c'est ce qu'on considère à Paris. Alors évidemment dans ces conditions, comment penser une neutralité américaine ? De manière générale, la neutralité est un horizon, une sorte d'idéal d'impartialité et en quelque sorte d'équidistance des avantages qu'on accorde à l'un et à l'autre. Et en fait, le grand problème qu'on va avoir ici dans ces relations franco-américaines, c'est que les Français estiment que les Américains devraient avoir une neutralité bienveillante à leur égard et accusent les Américains d'avoir une neutralité plutôt bienveillante à l'égard de la Grande-Bretagne. Et en fait, tout va partir de là, et à partir de ce moment-là, les relations vont se dégrader entre les deux pays. Mais quels sont les différents enjeux de ce conflit pour le président américain John Adams, premier locataire de la Maison-Blanche, et qui d'ailleurs, comme la quasi-guerre, est tombé dans les oubliettes de l'histoire ? Alors oui, John Adams est tombé dans les oubliettes de l'histoire, et je dirais notamment pour nous Français, parce que c'est le deuxième président des États-Unis. Il est président de 1797 à 1801, et il est pris en quelque sorte entre deux personnages extrêmement brillants. D'une part, George Washington, le héros de l'indépendance, et d'autre part, Thomas Jefferson, l'ami de la France. Pourtant, John Adams est un personnage assez intriguant, un personnage assez singulier, sans doute moins brillant que Washington, sans doute moins brillant que Jefferson. Il a mauvais caractère, il est irascible, mais on conserve la correspondance avec son épouse Abigail que vous avez citée tout à l'heure, qui montre finalement la qualité de sa réflexion. Il a été rédacteur de la Déclaration d'indépendance américaine, et il connaît assez bien la France. Alors pour lui, les enjeux sont extrêmement importants. D'une part, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les États-Unis de ces années 1790, c'est encore un État fragile, qui ne compte que 16 États, et les relations entre l'État fédéral, c'est-à-dire l'État central, et les différents États, ne sont pas totalement affermis. L'enjeu pour lui, c'est d'abord l'unité du pays, l'unité des États-Unis. Et évidemment, l'opposition à la France, c'est un moyen de resserrer les liens en quelque sorte entre les différents États. Le deuxième enjeu pour lui, c'est d'écarter la menace jacobine. C'est-à-dire que les Américains, notamment les membres des élites aux États-Unis, ont peur d'une sorte de contagion des idées subversives des jacobins français aux États-Unis. Il veut aussi développer le commerce et surtout préserver l'honneur des États-Unis, l'honneur du pavillon américain. Et puis John Adams, c'est le premier président américain à venir résider à Washington, dans ce qu'on n'appelle pas encore la Maison-Blanche,
Et le paradoxe veut que quand il s'installe dans ce bâtiment, eh bien, il sait qu'il est déjà vaincu aux élections, puisque en 1801, c'est Thomas Jefferson qui va lui succéder. Mais quelles sont les conséquences de cette quasi-guerre qui oppose la France et les États-Unis sur le quotidien des Français installés outre-Atlantique durant les dernières années du XVIIIe siècle? Alors, aux États-Unis, d'abord, il faut préciser c'est assez difficile à estimer, mais on pense qu'il y a entre 30 000 et 40 000 Français qui sont installés aux États-Unis dans ces années 1790. Alors, ils ont des statuts très différents. Il y a d'une part des aventuriers, il y a d'autre part beaucoup de réfugiés. Le groupe le plus nombreux sont les réfugiés de Saint-Domingue, donc les Français qui étaient établis à Saint-Domingue, qui ont fui la Révolution haïtienne. On a aussi des réfugiés de France qui fuient la terreur. Vous avez évoqué tout à l'heure, évidemment, Talleyrand, qui réside aux États-Unis entre 1794 et 1796. On a aussi des consuls de France, et puis on a aussi les prisonniers, que vous avez également évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les équipages corsaires, des corsaires français qui sont capturés par les navires américains, quelques centaines qui sont emprisonnés aux États-Unis. Alors, voilà, globalement, il y a un mécontentement croissant dans les villes portuaires américaines à cause des saisies des bâtiments de commerce américains, naturellement, un mécontentement contre la France, et la peur d'une contagion de la révolte haïtienne, et notamment dans les États du Sud, l'abolition de l'esclavage en 1793. Alors face à ces dangers, l'administration américaine va prendre un certain nombre de mesures à l'été 1798, notamment des mesures qui vont restreindre l'accès à la naturalisation américaine, des mesures qui vont également permettre d'expulser tout étranger réputé dangereux pour les États-Unis, et enfin une loi qui permet l'arrestation de tout étranger dont le pays serait en guerre contre les États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'armature juridique qui se met en place pour en quelque sorte circonscrire le danger potentiel représenté ou tel qu'on imagine que les Français le représentent aux États-Unis. Éric Schnackenbourg, en septembre 1800, c'est la Convention, c'est pas un traité de Mortefontaine, qui met fin à cette quasi-guerre. Quelles sont les conditions de cette convention ? Alors, la convention de Mortefontaine est signée le 30 septembre 1800. Et effectivement, l'article 1er, je cite, porte sur la restauration d'une paix ferme, inviolable, universelle et d'une amitié vraie et sincère. Alors, quand on regarde ces mots, eh bien, au fond, ça ressemble à n'importe quel traité de paix. Or, précisément, ça n'est pas un traité, et c'est d'ailleurs Bonaparte lui-même qui a insisté pour faire changer le nom, puisqu'initialement c'était un traité, et il a insisté pour que ce soit une convention. L'idée, c'est de montrer que c'est un acte juridique de moindre ampleur en quelque sorte qu'un traité, pour finalement amoindrir, par contraste, l'idée du conflit entre la France et les États-Unis. Alors, ce traité, d'abord, porte sur différents points un peu mineurs, liberté du commerce en temps de guerre, différentes formalités administratives. Mais en fait, il y avait deux points importants dans les négociations pour les Français et les Américains. Le premier point, c'était la validité des traités de 1778, du temps de l'indépendance américaine. Et le deuxième point très important, c'était la compensation pour les navires américains qui ont été pris par les Français pendant la quasi-guerre. Or, l'article 2 prévoit qu'on parlera de ces deux questions-là, je cite, en un moment convenable. C'est-à-dire qu'on fait un traité dans lequel les points qui fâchent, les points vraiment de tension, eh bien, sont renvoyés, en quelque sorte s'inédiés, à un avenir indéterminé. On négociera cela plus tard. Et donc, on s'accorde sur ce qui pose aucun problème. C'est ce qui est le paradoxe de cette convention. Et finalement, eh bien, les relations franco-américaines vont pouvoir reprendre. Et puis, en quelque sorte, les points qui fâchent, eh bien, on verra ça plus tard. En réalité, on ne verra jamais ça plus tard. Et puis, ce sont des points qui vont en quelque sorte tomber, eux aussi, dans les oubliettes de l'histoire. Si j'ai bien compris, on ne parle pas de traité de paix parce qu'on ne voulait pas parler de guerre. Ah, tout à fait. Dire traité de paix, ça veut dire traité de guerre. Et pourtant, cette convention a un effet véritable, puisqu'on voit que dès 1800, eh bien, l'étau, en quelque sorte, de la course française se dessert très nettement sur la navigation américaine. Et ça, je crois que c'est vraiment une volonté du premier consul Bonaparte. Parce qu'il y a une stratégie derrière. En fait, le but de Bonaparte, c'est de se concilier les neutres, donc les États-Unis, mais également les Scandinaves, les Suédois et les Danois. Pourquoi ? Parce que son objectif, c'est de montrer que la France est la puissance qui va défendre ce qu'il appelle la liberté des mers. Et évidemment, par contraste, suivez mon regard,
l'oppresseur des mers, c'est la Grande-Bretagne. Donc l'idée que la France est pour la liberté des mers, donc se mettre en quelque sorte du bon côté pour mieux dénigrer en quelque sorte les Anglais. C'est pour ça qu'il y a toutes ces concessions finalement qui sont faites aux Américains. Il y a une chose étrange, Eric Schnackenburg, c'est que si on ne connaît pas cet épisode de l'histoire de France, c'est tout l'inverse aux États-Unis. Là-bas, l'épisode figure en bonne place dans les manuels scolaires. Et quelles ont été les conséquences de cette quasi-guerre outre-Atlantique ? Alors effectivement, dans l'équivalent, j'ai eu l'occasion d'en regarder quelques-uns, on va dire des manuels d'histoire de terminale à peu près, eh bien il y a des pages consacrées à la quasi-guerre et à l'affaire XYZ. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si pour la France c'est un conflit mineur, pour les États-Unis c'est un conflit très important. D'abord parce que c'est le premier conflit des États-Unis en tant que puissance indépendante après la guerre d'indépendance. C'est aussi un moyen pour les Américains de s'affirmer sur la scène internationale et finalement ils en recueillent une grande fierté parce qu'ils résistent à une grande puissance maritime qui était la France. C'est aussi le moment de l'épreuve du feu de l'US Navy puisque le département de la marine des États-Unis est créé précisément à l'occasion de cette quasi-guerre pour coordonner les moyens d'action contre les Français. Et puis enfin, c'est très important dans l'histoire du nationalisme américain. Parce que la quasi-guerre permet de penser les États-Unis davantage en opposition à l'Europe, de cimenter l'union des différents États, et notamment l'affaire XYZ que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est au fond la vieille Europe corrompue face à une Amérique vertueuse. Et donc la quasi-guerre, c'est une sorte de miroir tendu aux États-Unis sur eux-mêmes qui permet aux historiens américains, je dirais d'hier et d'aujourd'hui, de raconter l'histoire de leur propre nation par opposition à la France. Et c'est pour ça que c'est important dans l'histoire américaine. Est-ce qu'il y a des lieux de commémoration de cette quasi-guerre aux États-Unis ? Comment on l'enseigne ? Est-ce qu'il y a des lieux, un mémorial ? Alors effectivement, il y a certains éléments évidemment dans l'est des États-Unis sur lesquels on peut avoir des traces de cette quasi-guerre. C'est d'abord sur le piédestal du monument qui est dédié à l'infanterie de marine américaine, les fameux Marines américains. Et bien sur le piédestal de cette statue qui est au cimetière d'Arlington en Virginie, juste à côté de Washington, et bien sur le piédestal, il est inscrit French Naval War, donc la guerre navale contre les Français. Et puis, on peut encore visiter aujourd'hui à Boston un navire, l'USS Constitution, qui a été lancé en 1797 et qui a été construit précisément pour faire la chasse aux corsaires français. Et c'est aujourd'hui un des plus anciens navires à voile qui fonctionne encore, donc lancé à l'occasion de la guerre contre les Français. Donc on voit qu'il y a encore des traces en quelque sorte de cette quasi-guerre aujourd'hui aux États-Unis. Et alors, à propos des traces de cette quasi-guerre, pour terminer, quelles vont être les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis à la suite de cela ? On peut rappeler qu'en 1803, la France vend la Louisiane aux États-Unis notamment. Tout à fait. Alors c'est l'élément phare, c'est cette vente de la Louisiane en 1803 qui s'inscrit en quelque sorte dans la suite de cette quasi-guerre. C'est pour ça que j'en parle effectivement à la fin de l'ouvrage. En réalité, les Français donc vont acquérir. Je rappelle simplement que la Louisiane à l'époque, c'est 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire pratiquement 4 fois le territoire français d'aujourd'hui. Le centre, c'est le centre des États-Unis. Eh bien, les Français vont vont se faire céder la Louisiane par les Espagnols. Et là, pour les Américains, c'est une vision de cauchemar en quelque sorte. L'idée d'avoir comme ça des Français qui leur bloquent un peu l'horizon de l'Ouest, mais ça va pas durer longtemps parce que l'occupation de la Louisiane française était pensée en connexion avec Haïti. Et comme les Français vont perdre Haïti, eh bien ils vont accepter de vendre la Louisiane aux Américains. Et là où on voit finalement une dernière réminiscence de la quasi-guerre, c'est que dans le prix de vente, c'est 80 millions de francs, qui n'est pas une somme énorme à l'époque. Et en fait, sur ces 80 millions de francs, simplement 60 millions vont être versés au Trésor français, 20 millions de francs vont être gardés par les Américains au titre de dédommagement des navires américains injustement confisqués pendant la quasi-guerre. Donc on voit que cet épisode, ce conflit a en quelque sorte des réminiscences au-delà de la Convention de Mortefontaine de 1800. Merci beaucoup Eric Schnackenburg de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de cette quasi-guerre France-États-Unis. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez justement, La quasi-guerre, le conflit entre la France et les États-Unis,
1796-1800, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.